Bonjour à tous, donc nous allons finir ce cours de climatisation sur l'impact environnemental des fluides frigorifiques. Il faut savoir que tous les fluides frigorifiques, enfin une grande partie, parce que c'est en train de changer, des fluides frigorifiques ont un gros impact sur l'environnement. Alors il y a deux types d'impact. Il y a le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, donc c'est l'ODP que je vous ai mis ici, et le potentiel de réchauffement planétaire, le GWP. Donc c'est deux caractéristiques bien différentes. Ça permet de classer en fait ces substances en fonction de leur impact sur la couche d'ozone, leur impact sur le réchauffement planétaire. Ok, alors les SAO, on va commencer par les SAO. Donc les SAO sont responsables du trou dans la couche d'ozone. Alors c'est quoi le trou dans la couche d'ozone? Le trou dans la couche d'ozone, c'est ça. En gros, l'ozone, à une très haute altitude, c'est une mince couche de matière, enfin d'ozone tout simplement, qui permet de protéger en fait de créer une réverbération des rayons solaires pour les renvoyer dans l'espace. On a découvert le trou dans la couche d'ozone, hein, au début c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que du coup ces rayons, qu'est-ce qu'ils font? Ils traversent, il n'y a plus d'ozone, donc ils traversent, ils atteignent le sol sans problème. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement ça, il y a plus de rayons qui passent, donc plus de potentiel de réchauffement, et surtout des problèmes aussi de santé. Alors actuellement les trous dans la couche d'ozone c'est au pôle sud et au pôle nord, essentiellement au pôle sud, hein. Donc ça n'impacte pas une grande part de la population, mais les personnes qui sont exposées en dessous de cette zone-là ont de très gros risques de développer des cancers de la peau, ce genre de choses, parce qu'en fait il n'y a aucune protection, ils se prennent des UV comme il n'y a pas possible. Donc c'est vraiment problématique. Voilà pour ça. Ok, donc le problème de la couche d'ozone, c'est ça, c'est que ça participe en gros à l'augmentation des rayons ultraviolets, donc une augmentation du potentiel aussi de réchauffement climatique. Donc c'est pas top. Ensuite, le SAO classiquement, c'est quoi? On le classifie en fonction du nombre de kilos de gaz. Par exemple, on va lui donner une échelle. Je vous ai mis un petit exemple. Les substances qui appauvrissent donc la couche d'ozone, on considère que par exemple 1 kg de CF, pardon, C12, excusez-moi, c'était le fréon. Donc le fréon c'était énormément utilisé avant tout ce qui était frigo, même dans les déodorants, hein, dans les années 70. Les déos c'était pas de l'azote, hein, c'était du fréon. Donc on considère que 1 kg de ce fréon a le même impact de réchauffement climatique qu'une voiture qui parcourrait 90 000 km. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'équivalent de 10 900 kg de CO2 avec un seul kilo de gaz. Donc on se rend compte que c'est relativement important, sachant que les machines agricoles, on retrouve aux alentours de 1-2 kg de gaz dans leur système. Donc on va dire c'est l'équivalent de 20 000 kg de CO2 de potentiel réchauffement climatique. Ensuite, vous avez les gaz à effet de serre fluoré. Ils sont responsables du réchauffement climatique. Donc par exemple, on considère que 1 kg de R134A aura le même impact sur le climat que 1300 kg de CO2. D'accord? Ou 10 000 km en Berline. Donc on se rend compte que c'est quand même nettement moins important, mais c'est quand même non négligeable. Donc en fait, tout simplement, ces substances, on les a classées. Alors là, il y a quelques petits exemples de fluides, hein, il y en a beaucoup plus, en fonction de leur potentiel de réchauffement. Donc par exemple, on peut considérer que le R134A, 1 kg de R134A, c'est l'équivalent de 1430 kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère. C'est pour ça que aujourd'hui, quand vous recyclez un appareil domestique type frigo, en fait, ça va être mis dans des décharges, dans des compartiments spécifiques. Et en fait, il va y avoir des opérateurs qui vont venir récupérer ce gaz. En fait, ils vont venir installer une sorte de pince qui vient aspirer en même temps le gaz, mettre sous vide la partie frigorifique afin de récupérer ces gaz, les mettre en bonbonne et les stocker tout simplement. Voilà. Donc ça c'est vraiment comment est-ce qu'un fluide quel est l'impact d'un fluide frigorigène. On peut regarder qu'aujourd'hui il existe quand même du R1234YZF, j'ai oublié le Z. Il a un pouvoir de réchauffement climatique que de 4, c'est-à-dire si on en libère 1 kg, c'est l'équivalent de 4 kg de CO2. Donc là, c'est beaucoup moins important. Néanmoins, pour ce type de gaz, la réglementation reste la même que pour les anciens. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une charge de clim soi-même, on ne peut pas manipuler des gaz sans avoir une autorisation préalable, sans avoir reçu une agrémentation.
Euh, il existe aujourd'hui un gaz qui est un petit peu soumis à, on va dire, c'est controversé, c'est le Duracol R12A, si je dis pas de bêtises, ce sera, je vais vérifier quand même que je ne dise pas quelque chose de mauvais. Voilà, Duracol, qui est censé être un gaz frigorifique qui n'a aucun impact sur l'environnement, c'est entre guillemets du bio. On va dire ça comme ça. Donc après c'est un petit peu soumis tout de même à c'est controversé, on va dire. Il n'y a pas eu d'études réellement a priori pour l'instant là-dessus, donc on va rester penaud. Mais si il était démontré qu'effectivement c'est un gaz frigorigène qui n'augmente pas, qui n'appauvrit pas la couche d'ozone, ou qui n'augmente pas le potentiel de réchauffement climatique, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être utilisé dans le futur sans du coup agrémentation, parce que ce serait comme si, je dis une bêtise, on faisait le plein de liquide de refroidissement ou ce genre de choses. Voilà. Euh, C'était pour cette partie-là. Ensuite, je vous ai parlé de réglementation pour pouvoir faire les recharges de gaz. Et ben, il faut avoir certaines capacités. Alors, comment elles ont été déterminées? Alors, au début, tout simplement en 1987, je vous ai mis, il y a eu des traités accords internationaux. C'est le protocole de Montréal. C'est le tout premier qui parlait des fluides frigorigènes. Ensuite, il a été modifié par différents amendements lorsque des grands dirigeants se sont rencontrés, hein, quand on entend parler du G7, du G12, ce genre de choses. Et ça a découlé sur le plus récent qui s'appelle le protocole de Kyoto, qui du coup est celui qui est le plus récent d'un point de vue international. Bien sûr, l'Union européenne a repris ce protocole pour créer un règlement. Donc c'est un règlement qui date du 17 mai 2006, hein, donc c'est pas très vieux, qui permet tout simplement de déterminer comment est-ce qu'on peut utiliser du fluide frigorigène, pourquoi et par qui. Ensuite, bien sûr, il y a eu la réglementation française qui se greffe sur la réglementation européenne, donc il y a eu différents arrêtés du Code de l'environnement. On va pas tous les apprendre par cœur, je les connais pas tous par cœur du tout. C'est pas très utile sur le principe, hein. Enfin, c'est utile, je veux dire, ça c'est utile d'un point de vue environnemental, mais je veux dire connaître les dates, c'est pas important. Globalement, en fait, ils ont réglementé deux types de gaz. Donc les types SAO et les gaz fluorés. Donc en fait, ils ont déterminé que les CFC, les CH3BR, ce genre de choses seraient réglementés. Donc ça, c'est l'ensemble des gaz, hein, qui sont réglementés. Le méthane est réglementé. Alors, le méthane, ça c'est rigolo parce que c'est aussi présent naturellement. Mais nous, on n'a pas le droit d'en produire de nous-mêmes pour l'instant. Voilà. Globalement, bon, on va pas aller plus loin forcément dedans. Hein, voilà, faut juste que vous compreniez bien que c'est très strict, très réglementé, qu'il y a eu beaucoup de choses réalisées depuis une trentaine d'années par rapport à ça. Le but étant tout simplement de ne pas polluer le monde, on va dire ça comme ça. Ensuite, comment est-ce que ça se passe en France? Donc aujourd'hui, il y a le ministère qui va donner un agrément à des organismes qui vont délivrer une attestation de capacité à des opérateurs. Il y a aussi la COFRAC qui va accréditer d'autres organismes certificateurs qui vont certifier des organismes évaluateurs qui délivrent l'attestation d'aptitude aux personnes qui vont utiliser les fluides frigorigènes. En gros, aujourd'hui, vous avez le ministère qui gère tout ce qui est attestation de capacité et tout ce qui est la COFRAC qui délivre l'attestation d'aptitude du personnel. C'est-à-dire qu'il a les connaissances théoriques et pratiques de l'utilisation des gaz, parce que c'est quand même, en soi, c'est pas très compliqué, hein, de faire une recharge de clim, de créer, de faire un vide, mais bon, on va dire que c'est plus le côté administratif qui est à côté, c'est-à-dire qu'on récupère du gaz, on doit noter, alors on n'est pas au gramme près, hein, non plus, mais on doit noter quelle quantité de gaz on a extrait du système frigorigène, combien de gaz on a remis dedans, tout ça c'est réglementé. Si entre guillemets, on a acheté 20 kg de gaz, qu'on a que la trace de 18 kg de gaz, il manque 2 kg de gaz, on ne sait pas, ils sont partis dans la nature, ça va pas le faire. L'organisme va perdre son attestation de capacité et l'opérateur va aussi perdre son attestation d'aptitude. Donc c'est dommage, hein, parce que c'est quelque chose qui est complexe aujourd'hui pour les concessions agricoles d'obtenir. C'est de plus en plus compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais du Duracol 12A, hein, ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concessions qui ne font plus de recharge de clim. À un moment donné, c'était un petit peu la mode, et puis au final, la rentabilité n'est pas forcément là. Surtout qu'il faut savoir quelque chose, hein, c'est que quand on vous propose une recharge de clim avant la saison,
sur le principe, normalement, une clim ne doit jamais perdre de gaz frigorigène, ou alors, si c'est le cas, c'est qu'il y a une fuite. Donc, il faut rechercher la fuite plus que chercher juste à faire une recharge de gaz. Parce que la plupart du temps, quand on vous dit on fait une recharge de gaz, le mec qui retire le gaz, il en remet du nouveau, et au final, vous avez juste payé 80-100 euros pour rien, en fait, hein, tout bêtement. Voilà. Les catégories. Alors, suivant les organismes habilités à délivrer des attestations de capacité aux opérateurs, il va y en avoir différents. Il y a l'AFNOR, les Bureaux Veritas, les SEMAFROID, les DECRA, l'armée de terre, Cali Climat Froid, ça c'est un des plus connus dans la région. Il est capable de délivrer des attestations de capacité de différents niveaux. En fait, ces catégories, ça va être en fonction du type de travaux effectués. Par exemple, la catégorie 1, je vous l'ai mis, c'est que pour faire des contrôles d'étanchéité, mise en service, récupération des fluides de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. Donc voilà. Le catégorie 2, c'est maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides et équipements de réfrigération contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène. Vous voyez déjà, c'est pas la même chose. Si ça dépasse les 2 kg, on peut plus être en catégorie 2. La catégorie 3, c'est juste pour récupérer les fluides frigorigènes, c'est tout. Donc ça va être les casses automobiles, ce genre de choses qui vont être en catégorie 3. La catégorie 4, c'est les contrôles d'étanchéité des équipements de réfrigération et climatisation. En gros, ils vont passer un petit appareil au niveau des jonctions, des connectiques, des connexions, des canalisations, voilà. Et en fait, par rapport à ça, ils vont pouvoir déterminer s'il y a une fuite de gaz ou pas. Et après, il y a la catégorie 5, donc c'est le contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides, des systèmes de climatisation, des véhicules, engins et matériels mentionnés au code de la route. Donc voilà, là c'est clairement pour l'automobile. Donc en gros, si on veut le top du top, on prend le catégorie 1. Voilà. Le catégorie 2, c'est plus pour le véhicule léger. La casse automobile catégorie 3. Catégorie 2, ça va être tout ce qui est pour le domestique. Catégorie 1, c'est même pour le domaine industriel, parce qu'il y a certaines industries où vous allez avoir des machines frigorifiques avec plus de 30-40 kg de gaz à l'intérieur. Donc là, c'est plus la même danse, on va dire. Voilà. Donc globalement, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il faut retenir que c'est important. Il y a des réglementations qui existent. Voilà, tout ce qui est réglementation, c'est dirigé par ces personnes-là. Toutes ces personnes-là, au final, elles ont obtenu des accréditations en fonction d'articles du Code de l'environnement qui ont été déterminés par rapport à une réglementation européenne qui elle-même a été réalisée grâce à des traités et accords internationaux. Voilà. Ça fait déjà beaucoup. Et ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que les fluides frigorifiques actuels, qu'on utilise le plus, par exemple le R134A, c'est celui qu'on retrouve actuellement beaucoup sur vos climatisations de machines agricoles. Si vous relâchez 1 kg de fluide frigorifique, c'est l'équivalent de 1430 kg de CO2, ce qui est non négligeable. Voilà. C'est pour ça que quand on a une fuite, il y a une obligation légale aujourd'hui, même si elle n'est pas toujours appliquée, je le sais bien, mais normalement, il doit y avoir une recherche de fuite effectuée sur votre machine. Voilà pour le cours sur la climatisation.